Bienvenue dans les mystères de l'océan, les maîtres des profondeurs. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Allez, c'est parti! Sous le bleu profond et infini de l'océan, là où la lumière du soleil se filtre difficilement à travers des couches successives d'eau cristalline, un géant se déplace en silence au milieu de récifs coralliens exubérants, dont les couleurs vibrantes peignent un paysage d'une beauté presque irréelle. Cet être n'est ni un prédateur typique, ni une proie vulnérable, mais un puissant sculpteur de son environnement, à la fois créateur de paysages nouveaux et destructeur de structures anciennes. Le poisson perroquet à bosse, de son nom scientifique Bolbometopon muricatum, est l'un des plus grands poissons de récif au monde, doté d'une apparence étrange et de mâchoires d'une puissance phénoménale, capable de broyer le corail le plus dur pour le transformer en sable fin. Un banc de poissons perroquets à bosse se déplace à travers le récif, telle une tornade vivante miniature, laissant derrière lui un fin nuage de poussière blanche, témoignage tangible de sa formidable puissance. Cependant, sous cette apparence robuste et cette force brute, se cache une vie remplie de défis constants et de luttes acharnées. Dans l'obscurité protectrice des grottes coralliennes, les poissons perroquets à bosse doivent se battre sans relâche pour leur survie, défendre âprement leur territoire et assurer la pérennité de leur espèce. Chaque jour, ils font face à des prédateurs redoutables, comme les requins de récif qui patrouillent inlassablement tout en luttant contre la destruction de leur habitat causée par les activités humaines. Le poisson perroquet à bosse habite les récifs coralliens tropicaux des océans Indien et Pacifique, depuis les eaux chaudes de la mer Rouge jusqu'aux eaux pures et préservé de la grande barrière de corail. Ces poissons peuvent atteindre jusqu'à 1,30 m de long et peser plus de 40 kg, ce qui en fait la plus grande espèce de poisson perroquet au monde. Leur caractéristique la plus reconnaissable est sans aucun doute la bosse proéminente sur leur front, une structure osseuse qui les aide non seulement à déterminer leur rang au sein du groupe, mais qui sert également d'arme redoutable lors des guerres territoriales. Lorsque deux mâles s'affrontent, ils s'attaquent mutuellement avec une force considérable, utilisant leurs têtes dures et bosselées pour frapper leurs adversaires, tels des gladiateurs des mers engagés dans un combat sans merci. Mais ce qui fait du poisson perroquet à bosse un élément si intégral de l'écosystème marin, ce sont ses habitudes alimentaires tout à fait uniques. Ils utilisent leurs dents fusionnées, qui forment une structure ressemblant à un bec robuste pour briser et broyer le corail. Ils digèrent ensuite les algues symbiotiques, les zooxanthelles, qui vivent à l'intérieur des polypes coralliens et excrètent le squelette calcaire sous forme de sable fin. C'est ainsi que cela se passe. Les plages de sable blanc et fin que les humains apprécient tant sur les îles tropicales sont en grande partie le produit du travail incessant du poisson perroquet à bosse. Un seul de ces poissons peut produire des centaines de kilogrammes de sable chaque année, contribuant de manière significative à maintenir l'équilibre des écosystèmes coralliens, un processus connu sous le nom de bioérosion. Mais la vie ne se résume pas à manger. À la tombée de la nuit, les banques de poissons perroquets à bosse cherchent refuge dans des cavités coralliennes ou des crevasses pour se reposer.
Certains individus vont même jusqu'à sécréter une couche de mucus qui enveloppe leur corps, tel un cocon invisible. Cette enveloppe gélatineuse a une double fonction. Elle aide à masquer leur odeur, les rendant plus difficiles à détecter pour les prédateurs nocturnes, et elle les protège également des parasites. Contrairement à de nombreuses autres espèces de poissons qui s'accouplent simplement, les poissons perroquets à bosse ont une hiérarchie sociale claire et stricte au sein de leur banc. Les mâles les plus grands et les plus forts, ceux qui possèdent la plus grosse bosse sur le front, obtiennent notamment le contrôle du groupe. Ce n'est pas seulement un symbole d'âge ou d'expérience, c'est une arme de combat. Avant la saison de reproduction, les mâles s'engagent dans des combats intenses, s'attaquant avec une grande force et utilisant leurs têtes bosselées comme des marteaux de guerre. Le son sourd des corps de ces poissons géants qui s'entrechoquent résonne sous l'eau, une bataille impitoyable pour la domination. Seuls les vainqueurs ont la chance d'attirer le plus de partenaires et de transmettre leurs gènes. Les mâles plus faibles, même s'ils font partie du groupe, ont beaucoup moins de chances de se reproduire. Une fois que la hiérarchie est fermement établie, le banc de poissons perroquets à bosse se dirige vers des récifs peu profonds ou des eaux claires où les courants sont favorables au transport des œufs au loin, une stratégie pour les protéger des prédateurs qui se nourrissent d'œufs sur le récif. Les poissons perroquets à bosse frayent en groupe, ce qui signifie que des centaines de poissons libèrent simultanément leurs œufs et leurs spermes dans la colonne d'eau, dans un rituel de reproduction spectaculaire et synchronisé. Alors que la marée monte, un nuage laiteux se répand à la surface de l'eau, un mélange de millions de minuscules œufs et de spermatozoïdes abandonnés à la merci des courants océaniques. Les jeunes poissons perroquets à bosse flottent dans l'océan comme de petites créatures sans but. Après quelques semaines passées à la dérive dans le plancton, ils commencent à chercher des récifs moins profonds où ils peuvent trouver de la nourriture et un abri. Cette étape de leur vie est une véritable lutte pour la survie. Des prédateurs tels que le vivano, le mérou et le calmar sont constamment à l'affût. Seuls les individus les plus agiles et les plus habiles parviennent à éviter les griffes de la mort. La mer ne cesse jamais de bouger. Au milieu des vagues coiffées d'écume blanche, une silhouette gigantesque a soudainement émergé de l'eau. Elle s'est étirée, s'est courbée avec grâce, puis s'est écrasée dans la mer, créant des vagues déferlantes. Ce n'est pas un événement fortuit, c'est la danse majestueuse de la baleine à bosse. Avec une longueur pouvant atteindre 16 mètres et un poids de près de 40 tonnes, la baleine à bosse Megaptera novae angliae n'est pas seulement l'un des plus grands mammifères de l'océan, mais elle possède également des comportements uniques et complexes. Contrairement à la tranquille baleine bleue ou à la féroce orque, les baleines à bosse sont de véritables artistes. Elles ne se contenteront pas de chanter. Elles composent des mélodies complexes, dansent et savent même communiquer dans des langages mystérieux. Aucune autre baleine ne migre aussi loin que la baleine à bosse.
Chaque année, elles entreprennent l'une des plus longues migrations de la planète, parcourant jusqu'à 25 000 km. En été, elles vivent dans les mers froides près des pôles nord et sud, où les sources de nourriture, comme le krill et les petits poissons, sont abondantes. Mais lorsque l'hiver arrive, les baleines à bosse entament leur long voyage vers les eaux tropicales pour s'accoupler et donner naissance. Ce voyage est un véritable défi d'endurance. Une fois qu'elles quittent les eaux froides et riches en nutriments, elles ne mangent presque rien pendant des mois. Elles doivent compter uniquement sur leurs réserves de graisse pour survivre tout en accomplissant leur tâche la plus importante, la perpétuation de leur espèce. Mais au cours de ce voyage, un miracle se produit. La baleine commence à chanter. Après 11 ou 12 mois de gestation, un baleineau naît au milieu du vaste océan. À la naissance, il mesure déjà entre 4 et 5 mètres de long et pèse plus d'1 tonne. Mais malgré sa taille énorme comparée à n'importe quel autre animal, le baleineau est encore une créature minuscule dans l'immensité de l'océan. Les baleines mères passeront plus d'1 an à élever leurs petits. Le baleineau reçoit plus de 400 litres de lait par jour, un lait extrêmement riche en matières grasses qui l'aide à grandir rapidement, prenant jusqu'à 90 kg par jour. La mer était calme, avec seulement de petites ondulations reflétant la lumière argentée du soleil. Sous l'eau d'un bleu profond, une silhouette gigantesque glissait lentement mais sûrement. C'était une baleine à bosse mère avec son baleineau. La mère et son petit entamant la grande migration, un voyage de vie ou de mort s'étendant sur des milliers de kilomètres depuis les mers glaciales où les baleineaux naissent jusqu'aux eaux riches en nourriture du nord. Mais cachés sous les eaux profondes, une meute de prédateurs a commencé à les traquer. La baleine à bosse mère a fait ce voyage de nombreuses fois au cours de sa vie. Elle connaît bien les dangers de l'océan, mais cette fois-ci est différente. Cette fois, elle n'était pas seule. Le baleineau n'a que quelques mois. Il est trop jeune pour comprendre que l'océan n'est pas seulement un vaste monde de liberté, mais aussi un champ de bataille impitoyable. Il nageait joyeusement aux côtés de sa mère, frappant parfois malicieusement la surface de l'eau avec sa queue, créant de petites ondulations. Mais la baleine mère n'était pas aussi détendue que son petit. Elle sentait quelque chose. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose bougeait dans l'eau trouble au loin. Une bande d'orques, les prédateurs les plus redoutables de l'océan, approchaient. Il y en avait 6 dans le groupe, nageant silencieusement en formation, leurs yeux perçants fixés sur la baleine mère et son baleineau, comme une meute de loups traquant un cerf dans le désert. Les orques n'attaquent pas immédiatement, ils ne sont pas pressés. Ce sont des stratèges intelligents. Ils savent donc que le baleineau est faible, fatigué et encore totalement dépendant de sa mère. La baleine mère savait qu'elle était en danger. Elle sentit la turbulence de l'eau autour d'elle, une sensation primale enracinée dans ses instincts à travers des millions d'années d'évolution. Elle changea de direction, essayant d'éloigner son fils des eaux dangereuses. Mais il était trop tard. Les prédateurs avaient commencé leur attaque coordonnée. Le baleineau cessa de respirer. La baleine mère ne pouvait rien faire d'autre que de crier. Son cri résonna à travers l'océan, un gémissement d'angoisse, une douleur qu'aucun mot ne pourrait jamais décrire. Le corps sans vie du petit flottait dans l'eau. Les orques ne le mangèrent pas immédiatement. Ils semblaient un coup de savourer le moment de la victoire,
un moment que la nature a programmé dans leurs instincts depuis des millions d'années. La baleine-mère ne partit pas. Elle tourna en cercle autour du corps, le poussant doucement avec son museau comme si elle essayait de le réveiller. Mais le petit était parti pour toujours. Elle resta avec lui pendant des heures. D'autres baleines-mères ont été observées portant leur petit décédé avec elles pendant des jours, voire des semaines, une façon d'exprimer leur chagrin. Elle s'était battue de toutes ses forces, mais la nature n'a pas de pitié. L'océan est vaste mais aussi cruel, et aujourd'hui il lui avait reprise son unique enfant. Finalement, la baleine-mère dut partir. Elle se retourna et nagea lentement vers l'horizon, où l'océan bleu s'étendait encore à l'infini. Un jour, elle aurait de nouveau des enfants. Un jour, elle le protégerait à nouveau et lui apprendrait comment survivre dans ce monde. Mais aujourd'hui, elle nageait seule. Plus de battements de queue enjoués, plus de cris enfantins à son oreille. Seule une voyageuse solitaire demeurait, poursuivant son voyage sans fin à travers le vaste océan. Et quelque part dans les eaux profondes, son chant résonnait encore. Ce n'était pas un chant sur la vie, mais un chant sur la perte, sur la douleur, sur une mère qui venait de perdre son unique enfant. Puis un jour, alors qu'elle nageait dans les eaux chaudes près des îles Alana, quelque chose de miraculeux se produisit. De loin, elle entendit des chants familiers, des mélodies profondes qui résonnaient sur le plancher océanique. Elle s'arrêta et écouta. Ces sons ne provenèrent pas d'un seul individu, mais de tout un groupe de baleines à bosse. Et puis elle les vit. Un groupe de baleines à bosse, ses congénères, migrant vers la même mer. Ils nageaient ensemble, lentement mais avec élégance, comme si l'océan peignait une image vivante de l'unité. Un mâle nagea vers elle, tapotant doucement l'eau de sa nageoire en guise de salutation. Un autre nagea autour d'elle, créant de douces vagues. Il n'avait pas besoin de demander ce qui s'était passé. Ils n'avaient alors pas besoin d'explications. Ils ont simplement accueilli un membre qui était retourné à l'océan, à sa famille. Un groupe de baleines à bosse se mit à nager en cercle et commença à souffler des bulles sous l'eau, une magnifique démonstration propre à leur espèce. Des bulles argentées scintillantes remontèrent dans des profondeurs, formant un vortex magique qui entourait tout le troupeau. Elle rejoignit le cercle et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit soulagée. Ils roulèrent ensemble, bâtirent des nageoires, soufflèrent des bulles, non pas pour s'accoupler ou se protéger, mais simplement pour profiter de l'instant. Un moment de liberté, de joie pure que l'océan offre. Leurs chants se mêlèrent et résonnèrent dans les profondeurs de la mer. Ce n'étaient plus des chants tristes, mais des mélodies d'espoir et de renaissance. Un monde sombre et froid, rempli de mystères. Sous les courants froids du Pacifique Nord, où la lumière du soleil atteint rarement, une étrange créature se cache parmi les rochers et les algues.
Ce n'est ni un prédateur rapide, ni un chasseur féroce, mais quiconque pénètre accidentellement sur son territoire se rendra vite compte à quel point cette créature est redoutable. C'est l'anguille-loup, l'un des souverains silencieux des fonds marins. Contrairement à son nom, l'anguille-loup n'est pas réellement une anguille, mais appartient à la famille des Anarhichadidae, ce qui en fait une sorte de poisson-loup. Cependant, avec son corps long, sa peau lisse et son visage féroce, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi on la confond souvent avec une anguille royale. Une anguille-loup adulte peut atteindre jusqu'à 2,4 mètres de long et peser plus de 18 kg, avec un corps flexible qui lui permet de se faufiler facilement dans les plus petites crevasses du plancher océanique. Mais ce qui est vraiment terrifiant chez l'anguille-loup, ce n'est pas sa taille, mais sa bouche. Quand elle ouvre ses mâchoires, on peut voir une rangée de canines acérées à l'avant, tandis qu'à l'arrière se trouvent de puissantes molaires, des plaques osseuses conçues spécifiquement pour broyer les coquilles les plus résistantes des crabes, des oursins et des mollusques. Avec ses mâchoires, l'anguille-loup n'a pas rivalisé avec d'autres poissons prédateurs pour les proies. Elle broie simplement les créatures que les autres ne peuvent pas manger. Sous l'océan, la patience est la clé de la survie. Contrairement aux requins ou aux thons, des prédateurs qui requièrent de vitesse et agilité, l'anguille-loup préfère se cacher et tendre des embuscades. Elle passe la plupart de son temps blottie dans des crevasses rocheuses, ses petits yeux ronds en alerte, attendant qu'une proie malchanceuse passe à sa portée. Un crabe rouge rampait le long du récif, creusant avec ses pinces pour trouver des algues. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une paire d'yeux observait chacun de ses mouvements. L'anguille-paul au fond restait immobile, presque figée. Mais dès que le crabe fut à sa portée, elle se projeta soudainement en avant, la bouche grande ouverte, et en une fraction de seconde, ses puissantes molaires écrasèrent dans la carapace dure du crabe. Pas de poursuite, pas d'attaque bruyante, juste une précision létale. Malgré son apparence redoutable et ses méthodes de chasse calculées, l'anguille-loup est une créature remarquablement sociale. Contrairement à de nombreux autres poissons prédateurs, les anguilles-lapes vivent en couple et, une fois qu'elles ont trouvé un partenaire, elles forment un lien monogame qui dure toute leur vie. Dans les grottes sous-marines, on peut voir un couple d'anguilles-loups entrelacés, partageant un abri. Lorsque la saison de reproduction arrive, la femelle pond ses œufs dans des cavités sûres dans les rochers, tandis que le mâle se charge de les protéger. Il s'enroule autour des œufs, les gardant à l'abri des prédateurs tels que les poissons de roche ou les poulpes. Et lorsque les œufs éclosent, les jeunes trouveront leur propre chemin, commençant un nouveau voyage à travers le vaste océan. Bien qu'elle soit un prédateur redoutable, l'anguille-loup n'est pas invincible. De plus grands prédateurs, comme les requins ou les otaries, la recherchent parfois aussi comme nourriture. Cependant, l'anguille-loup ne se laisse pas facilement dominer. Grâce à son corps flexible, elle peut rapidement se retirer dans des grottes rocheuses où les grands prédateurs ne peuvent l'atteindre.
Une otarie rôde autour du récif, cherchant une proie de ses yeux. Elle découvre une anguille-loup adulte cachée dans une cavité rocheuse. En un instant, elle se précipite en avant, essayant d'attraper sa proie, mais l'anguille-loup s'est déjà retirée profondément dans sa grotte, ne laissant qu'une fine couche de sable dans l'eau. Il n'y a pas eu de lutte, juste de la sagesse et de l'expérience pour la maintenir en vie un jour de plus. Malgré leur vie dans des zones hostiles de l'océan, les populations d'anguilles-loups restent relativement stables. Elles ne sont pas excessivement chassées par les humains, car leur chair n'est pas aussi populaire que celle de nombreuses autres espèces de poissons. Cependant, la pollution des océans et le changement climatique modifient dès que leur habitat. Les récifs où elles s'abritent sont de plus en plus affectés par l'acidification des océans, menaçant la survie de ces créatures mystérieuses. L'environnement marin se dégrade de plus en plus. Les déchets ménagers et les eaux usées provenant des usines se déversent silencieusement dans la mer, détruisant les écosystèmes et menaçant la vie des espèces marines. Ce ne sont pas seulement les requins-loups, mais de nombreuses autres espèces marines qui partagent le même sort, vivant dans un environnement de plus en plus pollué et dangereux. Avez-vous une solution pour protéger la beauté et la survie de l'océan ? Et tandis que les courants froids de l'océan continuent de s'écouler, l'anguille-loup reste maîtresse de son propre monde, un prédateur silencieux mais puissant des fonds marins. Et maintenant, cap sur l'extrême, l'Antarctique, la terre la plus glaciale et inhospitalière de la planète, où chaque forme de vie mène une lutte acharnée pour survivre. Sur les champs de glace blancs, les manchots empereurs entament leur ardu voyage migratoire, parcourant des centaines de kilomètres pour atteindre leurs aires de reproduction. Sous l'océan glacial, les orques rôdent en silence, utilisant des tactiques de prédation pour éliminer les phoques de Weddell qui s'abritent sur la banquise. Pendant ce temps, sur le rivage, les éléphants de mer géants s'engagent quand dans de féroces batailles pour le territoire et les droits d'accouplement. Au milieu de la glace hostile, la vie continue, forte, résiliente et féroce. Explorer le monde sauvage de l'Antarctique, où seuls les plus forts survivent. L'Antarctique, un monde gelé où le soleil disparaît pendant des mois, laissant une terre froide enveloppée de ténèbres et de vents glacials qui peuvent atteindre des vitesses de 160 km/h. C'est l'endroit le plus froid de la planète, où la mort rôde à chaque brise qui passe. Mais au milieu de cette nature sauvage et hostile, une créature est sur le point d'entreprendre son plus grand voyage, le manchot empereur. Alors que le court été touche à sa fin, les banquises commencent à s'étendre à nouveau. Les sources de nourriture sous l'océan se raréfient progressivement et le puissant instinct de reproduction pousse les manchots à abandonner l'océan et à s'aventurer dans l'intérieur gelé. C'est une décision de vie ou de mort.
S'ils restent en mer, ils peuvent fait continuer à se nourrir, mais ils ne peuvent pas se protéger leurs œufs des fortes vagues. S'ils s'aventurent au plus à l'intérieur des terres, ils devront faire face à de violentes tempêtes de neige et à de longs mois sans nourriture. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Des milliers de manchots empereurs se rassemblent pour former de gigantesques colonies migratrices. Ils font face à un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, un voyage que tous ne peuvent pas survivre. Les manchots commencent leur voyage vers la glace épaisse, le seul endroit assez solide pour servir de lieu de reproduction. Ils avancent sur leurs courtes pattes, un pas après l'autre. Ils avancent sur leurs courtes pattes, un pas après l'autre. Lorsqu'ils sont fatigués, ils glissent un an sur leur ventre, utilisant leurs petites ailes pour frapper la glace et propulser leur corps plus loin, économisant de l'énergie pour le voyage qui peut durer des semaines. Le vent hurlait et la neige recouvrait le sol devant nos yeux. Chaque pas est un défi et tous ne peuvent pas continuer. Chaque pas est un défi et tous ne peuvent pas continuer. Certains des oiseaux les plus faibles se sont progressivement laissés distancer, incapables de supporter le froid. Ils ont essayé d'avancer, mais peu à peu, ils se sont effondrés sur la glace, laissant leur corps être recouvert par la neige, disparaissant dans le silence de l'océan blanc. Les autres continuèrent d'avancer, mais les défis ne venaient pas seulement de la nature. Dans les profondeurs des icebergs, les prédateurs observent également leur voyage. Sous les eaux glacées, le phoque léopard de l'Antarctique rôde dans l'ombre. C'est l'un des prédateurs les plus dangereux de l'Antarctique. Il peut mesurer plus de 3 mètres de long avec une mâchoire remplie de dents acérées. Il est spécialisé dans la chasse aux manchots en mer. Après des semaines de voyage, les manchots empereurs atteignent enfin leurs aires de reproduction. Une plaque de glace épaisse et solide, mais le défi n'est pas encore terminé. Lorsque l'hiver arrive officiellement en Antarctique, les températures chutent à -50 degrés Celsius et de forts vents balayent la glace, transformant l'endroit en un enfer gelé. Pour faire face au froid, les manchots se rassemblent en groupe, se blottissant les uns contre les autres pour rester au chaud. Les oiseaux situés à la périphérie du groupe endurent le froid terrible, mais se relayeront continuellement pour se déplacer vers l'intérieur, garantissant que toute la colonie puisse survivre à l'hiver. C'est une stratégie de survie parfaite. Il n'y a pas de compétition et aucun individu n'est laissé pour compte. Lorsque les œufs sont pondus, la femelle part immédiatement, laissant le mâle seul pour s'en occuper. Sans nourriture ni eau, ils doivent en rester immobiles, protégeant l'œuf sous la peau de leur ventre pendant 4 longs mois. L'été antarctique revient, apportant les premiers rayons de soleil après des mois d'obscurité. Les vents sont encore froids, mais la glace commence à fondre, ouvrant la seule voie de retour vers l'océan.
Au cours des derniers mois, les bébés manchots ont grandi sous la protection stricte de la colonie. Maintenant, le duvet doux est progressivement remplacé par une fourrure imperméable, signalant que le moment le plus important de leur vie est arrivé, leur premier plongeon dans la mer. Devant eux s'étendait un monde complètement étrange. Les icebergs se déplaçaient sporadiquement sur l'eau glacée et les vagues se bordaient se brisaient contre la glace, créant un étrange son de chuchotement. Le petit oiseau hésitait. Il connaissait en la glace solide les difficultés de la vie sur Terre, mais l'océan était un nouveau défi. Il n'avait jamais nagé, il ne s'était jamais accouplé et, surtout, il n'avait jamais affronté les prédateurs qui rôdaient dans les eaux sombres. Les oiseaux adultes étaient prêts. Ils criaient fort, exhortant leurs enfants à se diriger vers la mer. Certains des jeunes les plus courageux furent les premiers à plonger, créant de douces ondulations à la surface de l'eau. Mais dès qu'ils touchèrent l'eau fraîche, ils se débattirent maladroitement, ne sachant pas comment contrôler leur corps. Certains luttèrent pour trouver leur équilibre, battant vigoureusement des ailes, mais ne créant que des bulles inutiles. Ils se débattirent, luttant pour trouver un moyen de remonter à la surface. C'était un moment de vie ou de mort. Soit ils apprenaient à nager, soit ils étaient laissés pour compte. Les instincts comme Santares et Zantisto commencèrent à émerger. Après quelques minutes de lutte, les poussins apprirent progressivement à utiliser leurs ailes comme des pagaies et leur corps s'adapta au rythme de l'eau. Leurs puissantes nageoires les aidèrent à voler à des vitesses incroyables, glissant sur des eaux cristallines. Ils commencèrent à sentir la liberté de l'océan, où ils passeraient le reste de leur vie. Mais alors qu'ils commençaient à apprécier la baignade, l'ombre de la mort apparut silencieusement. Les autres oiseaux sentirent le danger. Les oiseaux adultes se rassemblèrent rapidement, formant un grand groupe, et s'éloignèrent à la nage ensemble. Les poussins suivirent le mouvement, accélérant pour se fondre dans le troupeau, utilisant leur seule tactique de survie, la force du nombre. Mais l'otarie n'abandonna pas. Ils continuèrent à flotter en dessous, cherchant des individus plus faibles et plus lents à capturer lors d'une attaque ultérieure. Après quelques instants de panique, le groupe d'oiseaux s'éloigna finalement assez loin de la zone d'origine pour atteindre des eaux plus sûres. Les survivants avaient passé le premier test de la mer, mais l'océan recelait encore d'innombrables défis à venir. Les poussins qui survivent à leur première rencontre entrent officiellement dans une nouvelle vie, celle d'un nomade des mers. Ils passeront les prochaines années à la dérive dans l'océan, apprenant à chasser le poisson, à affronter les tempêtes et à échapper aux prédateurs. Puis, quelques années plus tard, lorsque l'hiver antarctique reviendra, ils retourneront dans la région gelée où ils sont nés, faisant face à un voyage identique à celui de leurs parents. La course contre la glace, contre les otaries, contre la nature cruelle se poursuivra, un cycle sans fin où seuls les plus forts survivent. Le violent océan austral qui entoure l'Antarctique, où de violentes tempêtes agitent les eaux et où des vagues de plusieurs dizaines de mètres de haut se brisent constamment contre des icebergs géants. C'est la mer la plus hostile de la planète, mais c'est aussi le foyer de l'un des oiseaux au plus long vol du monde, l'albatros de l'Antarctique. Avec une envergure de près de 3,5 mètres, l'une des plus grandes au monde, l'albatros de l'Antarctique est un maître des cieux, un voyageur infatigable. Ils passent la plupart de leur vie à la dérive en mer, parcourant des milliers de kilomètres par semaine sans repos.
Aucun autre oiseau ne comprend la puissance du vent comme eux. Alors que d'autres espèces craignent les tempêtes, les albatros de l'Antarctique profitent des vents forts pour voler plus loin et plus vite, glissant facilement sur de vastes espaces avec juste un battement d'ailes. Mais même en tant que souverains des cieux, ils doivent encore faire face à de rudes défis pour survivre, de la faim et des tempêtes aux redoutables prédateurs qui rôdent à chaque coin de rue. Une tempête se préparait dans le ciel gris de l'océan austral. Le vent hurlait, les vagues roulaient et tout l'océan devenait une image chaotique d'eau et de vent. Mais au-dessus, les goélands de l'Antarctique tournaient en rond, utilisant les vents forts comme levier pour voler plus loin. Un albatros adulte, les ailes déployées, plongea dans la tempête. Il déploya ses ailes, profitant de chaque rafale de vent pour planer sans grand effort. Mais même s'il est le maître du ciel, il sait que s'il commet une erreur, s'il perd le contrôle, ne serait-ce qu'une seule fois, il peut être emporté par le vent dans la mer, où les vagues féroces attendent de l'engloutir. À travers la tempête, les goélands se dirigèrent vers les eaux où les poissons flottaient à la surface portés par les fortes vagues. C'est une fête pour ceux qui sont assez forts pour affronter la tempête. Avec des yeux perçants, le goéland plongea dans l'eau, utilisant son puissant bec incurvé pour attraper sa proie. Une prise parfaite. Après des mois de navigation en mer, l'été antarctique arrive. Les albatros de l'Antarctique commencent à retourner sur les îles reculées où ils sont nés pour accomplir leur tâche la plus importante, préserver l'espèce. Ils choisissent de hautes falaises où ils peuvent rester à l'écart des prédateurs. Les goélands s'accouplent pour la vie et, à leur retour, ils recherchent leurs anciens partenaires et utilisent leurs cris puissants pour se reconnaître parmi des centaines d'individus. La femelle pond un seul œuf et les deux se relaient entre eux pour le couver, le protégeant du froid et des prédateurs. Lorsque les poussins sont assez grands, ils commencent à apprendre à voler. Les premiers jours, ils se tenaient tenaces de manière instable au bord de la falaise, battant des ailes dans les airs, essayant de sentir le vent. Et puis le jeune le plus courageux sauta, tombant en chute libre pendant une fraction de seconde avant que ses ailes géantes ne commencent à prendre le vent. Les premiers battements d'ailes furent maladroits. Mais il retrouva ensuite son équilibre, planant dans les airs comme ses ancêtres l'avaient fait pendant des millions d'années. À partir de ce moment, la mer sera sa maison. Et quelques années plus tard, il reviendra entreprenant le même voyage que ses parents ont fait autrefois, la vie d'un conquérant des cieux, d'un guerrier des tempêtes, d'un albatros de l'Antarctique. L'Antarctique, où les températures peuvent chuter en dessous de moins 50 degrés Celsius et où des icebergs géants flottent dans l'océan froid. C'est l'un des environnements les plus rudes de la planète, mais aussi le théâtre des chasses les plus brutales de la nature. Tapis silencieusement sous les eaux glacées se trouve un super prédateur, l'orque de l'Antarctique. Contrairement à d'autres baleines dociles, les orques sont au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Ce sont des prédateurs intelligents dotés de compétences de combat parfaites. Leur corps mesure jusqu'à 9 mètres de long, pèse plus de 5 tonnes et possède une épaisse couche de graisse qui les aide à résister au froid intense. Ils se caractérisent par leur couleur, noir et blanc, très contrastée. Ils ont une vue perçante, un cerveau très développé et surtout, ils chassent de manière tactique. Contrairement à d'autres baleines dociles qui ne se nourrissent que de plantes ou de petits poissons, les orques de l'Antarctique sont de véritables prédateurs, capables de chasser des manchots, de gros poissons, des phoques et même des bébés baleines. Ils vivent en troupeaux.
chaque meute peut compter de 5 à 20 individus étroitement organisés comme une armée d'élite. Ce qui les rend si dangereux, ce n'est pas seulement leur vitesse, qui peut atteindre jusqu'à 56 km/h, mais aussi la manière dont ils se coordonnent les uns avec les autres à chaque chasse, en utilisant des tactiques de chasse sophistiquées jamais vues chez aucune autre espèce que l'homme. Sur la liste des proies de l'orque de l'Antarctique, le phoque léopard est l'un des défis les plus difficiles. Les phoques léopards sont également des prédateurs de haut niveau en eau froide. Ils ont des mâchoires extrêmement puissantes et des capacités de nage incroyables. Mais même un tueur aussi redoutable n'est pas de taille face aux tactiques maison de l'orque. Sur un rivage isolé, un phoque léopard se repose après une longue journée à la maison. Il vient d'attraper un manchot et profite maintenant de son butin, ignorant que sous la glace, les prédateurs les plus dangereux de l'océan s'approchent en silence. Une meute de 4 orques nagea lentement autour d'Elisa, une attaque frontale est trop risquée. Les phoques léopards peuvent rapidement plonger dans l'eau et s'échapper grâce à leur agilité de nage. Le phoque léopard se débattit désespérément, mais il était trop tard. Les autres baleines se joignirent immédiatement à la chasse, partageant le butin d'une maison parfaite. Avec leur intelligence supérieure, leur vitesse incroyable et leur tactique de chasse de premier ordre, les orques de l'Antarctique ont prouvé qu'ils ne sont pas de simples prédateurs, mais de véritables guerriers des mers glacées. Même les prédateurs les plus dangereux, tels que les phoques léopards, ne peuvent échapper à leurs pièges soigneusement calculés. Chaque année, lorsque l'hiver revient, les orques reprennent leur voyage à travers les mers glacées, chassant leurs proies avec une précision terrifiante. Située entre les océans Atlantique et Austral, à 1400 km du continent sud-américain, l'île de Géorgie du Sud apparaît comme une nature sauvage isolée, où la nature est restée intacte pendant des milliers d'années. D'imposantes montagnes enneigées, des glaciers géants s'écoulant lentement dans la mer et de rares prairies de toundra fouettées par des vents froids incessants. L'île de Géorgie du Sud n'a pas d'habitants humains permanents, seulement des chercheurs et des stations de recherche scientifiques. Mais malgré l'absence de présence humaine régulière, c'est l'un des écosystèmes les plus dynamiques et les plus diversifiés de la région subantarctique. Sur les plages vides et balayées par le vent, des centaines de milliers d'otaries à fourrure de l'Antarctique, Actocephalus gazella, se rassemblent et forment des colonies géantes. Au milieu des hurlements du vent et du fracas des vagues, une cacophonie de sons résonne. Les grognements des otaries en mâles adultes, les cris des femelles appelant leurs petits et les appels sonores des manchots royaux, les oiseaux dominants de cette mer. Les deux espèces partagent le territoire, mais il existe des frontières invisibles entre elles. Les phoques dominent les côtes où ils s'accouplent, se reproduisent et élèvent leurs petits, tandis que les manchots se rassemblent en colonies plus importantes dans des zones ouvertes où ils accomplissent des rituels de reproduction qui durent sur des mois. Les otaries à fourrure de l'Antarctique sont des créatures amphibies capables de s'adapter aux environnements aquatiques et terrestres. Sur Terre, ils sont des reins, ils sont maladroits et se déplacent en traînant leur corps avec leurs membres antérieurs, mais dans l'eau, ils deviennent d'habiles nageurs capables de plonger à des profondeurs allant jusqu'à 200 mètres et de se déplacer à des vitesses de 20 km/h pour chasser les poissons et les calmars.
Leur épaisse fourrure gris-brun les garde au chaud dans les eaux froides et leur corps flexible les aide à échapper facilement aux prédateurs sous-marins. Bien qu'ils soient carnivores, lorsqu'ils chassent dans l'océan, sur Terre, ils s'engagent dans une lutte à mort différente, la bataille pour le territoire et les droits d'accouplement entre les mâles adultes. Les calottes glaciaires fondent à un rythme inédit. Le niveau de la mer monte lentement mais inlassablement, grignotant les plages du sud. Ce bouleversement silencieux modifie les paysages, déplace les colonies animales et met en péril l'équilibre fragile de tout un écosystème. Les otaries à fourrure, confrontées à des températures plus élevées, voient encore la qualité de leur lieu de reproduction décliner. Les naissances surviennent dans des zones plus risquées. Les phoques de Weddell rencontrent des difficultés croissantes à localiser leur proie, les poissons s'enfonçant dans des eaux plus froides et inaccessibles. Les manchots empereurs, eux, peinent à transmettre la chaleur nécessaire. Les poussins, trempés et frigorifiés, succombent parfois avant même de faire leur premier pas. À cela s'ajoute une autre menace, la pollution plastique. Des fragments microscopiques ont été retrouvés jusque dans l'estomac des phoques. Les plages autrefois vierges accueillent aujourd'hui des déchets venus de continents lointains, portés par la mer. Les filets fantômes dérivent sous les flots, piègent silencieusement tortues et poissons dans une danse sans issue. Même au cœur du froid extrême, la mer crie, pas avec des mots, mais avec des déséquilibres, des absences, des silences lourds. Chaque perturbation est un écho, chaque disparition un avertissement. Si rien ne change, les générations futures n'auront plus que des images et des regrets pour contempler la vie sauvage du Sud. Mais tant que la mer respire, il est encore temps d'agir. Protéger l'océan n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, pour nous, pour les espèces, pour l'équilibre global. Chaque action, aussi modeste soit-elle, a un impact. Ramasser un déchet, réduire le plastique, choisir durable. Des initiatives locales naissent. Nettoyage des plages, éducation environnementale, surveillance des espèces. Des ONG œuvrent dans l'ombre, soutenues par des citoyens ordinaires qui choisissent l'engagement au lieu de l'indifférence. Il est encore temps d'inverser la tendance, mais cela commence par une prise de conscience collective. Être ami de la mer, c'est vivre en harmonie avec elle. Respecter son rythme, ses limites, sa beauté. Chaque voix compte, la vôtre aussi. Faites entendre ce que vous espérez pour les océans de demain. L'océan nous a tout donné, à nous de lui rendre un peu de ce qu'il est. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre message pourrait être une source d'inspiration et de motivation pour les efforts de conservation de la nature et de la vie sauvage, aidant à préserver ces écosystèmes pour les générations à venir. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour embarquer avec nous dans d'autres aventures incroyables.